Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la gestion du parasitisme avec notre vétérinaire Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci, et toi-même ? Super, merci. Est-ce que pour commencer, tu pourrais très rapidement nous rappeler pour quelles raisons on a décidé de parler de ce sujet, pour quelles raisons la gestion du parasitisme est-elle aussi importante, suscite-t-elle autant d'importance ? Alors, il faut savoir que les parasites gastro-intestinaux sont directement liés à l'état de santé des chevaux. Autrefois, ou en tout cas il y a quelques décennies, certains vers, certains parasites digestifs provoquaient de graves maladies. Et donc, c'est vrai que au fur et à mesure, au fil des années, on a trouvé des solutions à ça et on a gardé le réflexe de vermifuger pour traiter ce genre de maladie et on a gagné beaucoup de terrain avec ça au niveau de la santé gastro-intestinale ou même générale du cheval. Il faut savoir que... Oui, je me permets de te couper, pardon. Comme maladie, on a quoi ? Ça peut entraîner des coliques, des diarrhées, Oui, tout à fait, c'est ça. Tout ce qui est une perte d'état, amaigrissement, retard de croissance, éventuellement même baisse de performance, affaiblissement du système immunitaire, colique, diarrhée, comme tu disais. Donc, ce sont des choses qu'on mesure directement et qu'on ne veut pas rencontrer forcément chez son cheval. Okay. Voilà. Ce sont ces choses-là qui nous ont menés à vouloir traiter ou éradiquer en tout cas les parasites. Ok, et du coup, on en parle pas mal, les pratiques traditionnelles de vermifugation qui étaient pratiquées et qui le sont encore parfois, ont mené à certaines choses comme la résistance des vers, il me semble, et une évolution dans la population des vers. Est-ce que c'est bien ça ? Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Quel est le problème en fait ? Quel est l'état actuel des choses et quelle est la vraie problématique à laquelle on doit faire face ? Alors, c'est vrai qu'avant, on voulait se débarrasser à 100% des parasites gastro-intestinaux des chevaux. Pour les raisons que je viens de citer, ça veut dire qu'on cherchait à vermifuger tout et tout le monde, avec des intervalles plus ou moins réguliers au cours de l'année, genre toutes les 4 semaines ou les 8 semaines, et puis de préférence avec un choix de vermifuge différent à chaque traitement. C'est vrai que ces pratiques-là ont du coup ont été extrêmement efficaces d'ailleurs pour certains vers qui étaient les plus courants comme le Strongylus vulgaris qui est d'ailleurs très pathogène, mais celui-ci du coup a pu être sur la plupart des élevages et dans la plupart des régions être éliminé. Il est encore présent mais beaucoup moins. Donc c'est ce qu'on appelle le grand strongle, c'est ça ? Le grand strongle, exactement. Okay, donc ça, c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'il a un pouvoir extrêmement pathogène et il est très dangereux. Mais en contrepartie, cela a aussi engendré un phénomène de changement de vers qui sont pathogènes. De changement, c'est-à-dire que l'évolution de la population des parasites a mené à ce que d'autres vers soient du coup plutôt présents et plutôt pathogènes pour les chevaux aujourd'hui. Donc on a peut-être, pour citer un exemple, plutôt les petits vers, donc les petits strongles, des vers rouges qu'on connaît bien tous, les cyatostomes qui posent problème notamment chez les chevaux adultes du coup, mais qui sont moins pathogènes quand même que les grands strongles, mais pour les populations plus jeunes, ceux-là peuvent être extrêmement dangereux et poser problème. On a aussi toujours les ténias qui sont aussi problématiques, ce sont les vers plats. Et pour les jeunes d'ailleurs, on a aussi la population des ascaris, les Parascaris equorum, qui sont potentiellement dangereux. D'accord, donc en fait les pratiques traditionnelles, le fait de vermifuger, de chercher à vermifuger tout le monde, et selon un système de rotation qu'on connaît tous, ont mené d'une part à une résistance des vers, donc en fait les traitements ne fonctionnent plus ou plus suffisamment, et d'autre part à une évolution de la population, ce ne sont plus les mêmes vers
que l'on rencontre. Oui, exactement. D'accord, les mêmes populations. Et est-ce que nos connaissances ont évolué à propos du parasitisme? Est-ce qu'on a appris de nouvelles choses dernièrement sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour éventuellement définir une nouvelle méthode? Oui, on sait par exemple que au sujet des chevaux, en tout cas que leur système immunitaire varie. Bon, ça on le savait déjà, mais au niveau de la lutte contre les vers, varie d'un individu à l'autre. On sait donc que certains chevaux sont capables d'excréter plus de vers que d'autres. On les appelle les forts excréteurs ou les excréteurs faibles ou moyens. Et ça, c'est important parce que, on va en parler après, au niveau des coproscopies, lorsqu'on doit appliquer une vermifugation raisonnée. On sait aussi, par exemple, que plus ou moins entre 15 et 30% des chevaux qui sont fort excréteurs, enfin en tout cas qui font partie d'un effectif, sont ceux qui rejettent la plupart des œufs et qui donc contribuent à la pollution des pâtures en matière d'œufs de parasites. On sait que c'est une toute petite partie de l'effectif, donc on sait qu'on va devoir plutôt traiter ou se concentrer sur ces chevaux-là davantage. On sait aussi que les œufs qui sont excrétés d'un cheval, des vers, des parasites, par les chevaux, sont stables dans le temps. C'est-à-dire que quand on a le cas d'un cheval qui est fort excréteur, eh bien, il le restera plus ou moins, toujours, je dirais toujours, mais il le restera plus ou moins sur une longue durée. Et c'est la même chose pour les chevaux qui sont faibles excréteurs. C'est encore plus vrai pour les faibles excréteurs. Bien évidemment, ça dépend quand même de la charge parasitaire et de la gestion de l'élevage ou de l'environnement ou de la structure. Mais généralement, c'est quand même les grandes tendances. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non. Dernière chose qu'il faut savoir aussi, c'est que pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de nouvelles molécules. Depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus eu de molécules développées qui soient efficaces pour lutter contre le parasitisme des chevaux. Donc c'est important de changer de cap. D'accord. Donc en résumé très bref, on est un peu à court de traitement, si je peux parler comme ça, et tous les chevaux n'ont pas la même résistance naturelle. Il y en a qui vont avoir tendance à être plus résistants, à mieux savoir entre guillemets combattre les vers que d'autres. Donc il y en a sur lesquels il faudra probablement se focus un petit peu plus. Oui, exactement. On n'en est plus à devoir vermifuger tout le monde n'importe comment, même si on a des chevaux en groupe, etc. On en est venu à identifier ceux qui contribuent à polluer, entre guillemets, la pâture, ou en tout cas l'environnement, pour essayer de baisser la pression parasitaire de l'environnement afin que les autres chevaux ne se réinfestent pas et qu'on maintienne cette espèce de cercle vicieux qui contribue à cette charge parasitaire. Ok, on ne vermifuge plus en masse, mais de manière ciblée. Alors, oui. Quel est le protocole? Quelle est la méthode aujourd'hui à adopter? Alors, le mieux, c'est de débuter avec des coproscopies. Alors, qu'est-ce qu'une coproscopie? Eh bien, c'est simplement un examen du crottin qui permet au microscope, généralement avec une technique de flottaison, qui permet d'identifier combien d'œufs de parasites ou de vers par gramme de crottin sont présents. Donc, comme ça, on arrive à les classifier selon le résultat en un cheval fort excréteur, faible excréteur ou excréteur modéré. Et ça nous aide, comme je le disais tout à l'heure, pour essayer de limiter la vermifugation qui n'est pas utile pour certains chevaux qui contribuent très peu à la contamination des pâtures ou de l'environnement. D'accord. Et donc de limiter aussi le développement, le surdéveloppement de la résistance des vers. Oui, tout à fait, exactement. Okay. On travaille de manière beaucoup plus ciblée. D'accord. Après, ce qui est important aussi, et ça c'est pour le cas des chevaux adultes, quand on est obligé de vermifuger parce qu'on a des chevaux qui sont fort excréteurs et qu'on a la nécessité de le faire, c'est important de ne pas sous-doser son vermifuge, donc bien estimer le poids du cheval,
de concentrer finalement les vermifugations au moment où il y a des plus gros pics de transmission, c'est-à-dire à la saison, donc généralement au printemps et à l'automne. Et puis un traitement annuel contre le ténia aussi est plutôt bon, ou en tout cas à garder en place, parce que les ténias sont quand même des vers qui constituent un certain risque pour les chevaux, coliques, obstipation, etc. Donc, sont tout de même omniprésents. Donc, on a pas mal parlé des ténias, je te coupe, mais pendant le live, les coproscopies ne permettent pas de déterminer, d'identifier si le cheval est infesté par les ténias ou pas. Alors le problème, c'est que les coproscopies sont capables de les identifier. Le problème, c'est juste que les ténias ont tendance à excréter de manière très intermittente. Donc il faut tomber dessus au moment où finalement on a un œuf présent. Donc on a une excrétion vraiment trop variable, trop aléatoire. Pour pouvoir, trop aléatoire en effet, pour pouvoir la répéter. Donc on a aussi des tests sanguins et salivaires, mais c'est la même chose. On peut avoir des chevaux qui sont positifs, mais datant d'il y a plusieurs mois. Donc c'est assez difficile de bien cibler une infestation au ténia. C'est pas suffisamment fiable. Après, on peut retrouver des vers ou des morceaux de verre sur les crottins, mais là, du coup, on est déjà un petit peu tard dans le processus. Exactement. D'accord. Ok, mais je t'ai coupé, du coup, tu parlais de faire quand même un traitement annuel unique contre le ténia. Oui, c'est ça. Pour la plupart des chevaux, du coup, là, c'est pas... Oui, pour la plupart des chevaux, tout à fait. Et puis, quand la nécessité est là, quand on a vraiment un fort excréteur ou peut-être un cheval à risque, immunodéprimé, etc., éventuellement envisager d'inclure un traitement qui est efficace contre les petits vers rouges, donc les larves enquistées, quand la charge parasitaire de la muqueuse est au maximum. Souvent au printemps, mais ça peut aussi être parfois en automne. Mais ça, c'est à définir avec son vétérinaire. De toute manière, tout protocole de vermifugation est jamais identique. Ils sont tous individuels, liés aux pratiques de l'élevage, liés à l'environnement, liés aux différents chevaux présents. Donc on ne peut pas donner un protocole fixe standard, en fait, pour tout le monde. Ok, super. Donc en résumé, on fait un traitement annuel unique contre le ténia pour la plupart des chevaux, idéalement à la fin de l'automne ou en hiver, si j'ai bien compris. Et pour les autres, tous les autres traitements, on cible les chevaux plutôt fort excréteurs selon les résultats des coproscopies. Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a un nombre minimum de copros à réaliser par an? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors au début, quand on a besoin de cibler ceux qui sont fort excréteurs, enfin en tout cas de les classifier, l'idéal est par exemple de réaliser au moins 3 coproscopies par an, par exemple au cours du printemps ou fin du printemps, fin de l'été et à l'automne. En tout cas, au moment où la population de vers est active, c'est-à-dire quand l'herbe pousse. D'accord, ok. Et après, les années qui suivent, on peut éventuellement réduire le nombre de coproscopies une fois qu'on a bien connaissance de qui est fort excréteur et qui est nécessaire pour qui c'est nécessaire d'être traité. Oui, parce que comme tu disais, en général, l'excrétion des œufs d'un cheval est stable dans le temps. C'est ça, exactement. D'accord. On a pas mal aussi parlé du test d'efficacité ou de la mesure de résistance pendant le live de mardi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce dont il est question? Oui, alors c'est un test qui permet de définir si on a déjà des résistances en cours contre un produit qu'on utilise pour vermifuger les chevaux. Donc c'est intéressant de le faire sur un groupe de chevaux pour avoir des résultats plus ou moins significatifs. Alors le principe du test d'efficacité est assez simple. Il faut environ une semaine avant la vermifucation faire une première coproscopie. Ensuite, on compte, donc on a les résultats, on vermifuge et 2 semaines après, on réalise une seconde coproscopie. Et pareil, on a les résultats en compte. Et ensuite, le vétérinaire sera capable de faire un petit calcul que nous avons d'ailleurs
expliqué dans notre newsletter à propos du parasitisme. Et qui est disponible sur le site, on le rappellera tout à l'heure, mais pour ceux que ça intéresse, c'est toujours plus facile en plus de voir le calcul écrit. Sur papier, voilà, tout à fait. Et donc ce calcul, ce résultat donne un nombre en pourcentage et permet du coup d'interpréter si nous avons une résistance en cours ou non, ou en tout cas si la molécule est encore efficace ou non. Et ça c'est intéressant parce qu'on saura à ce moment-là si on a fait le bon choix ou si on a peut-être une problématique qui est déjà en cours et si on a besoin de prendre d'autres mesures. Et en parlant d'autres mesures, on en a aussi parlé pendant le live, l'environnement est quand même un aspect à ne pas négliger. Oui, j'allais te poser la question, justement, on en parle trop peu, je pense, de la gestion de l'environnement. Complètement, c'est ça. Et le fait de pouvoir... on peut, par exemple, faire des choses relativement simples. Bon, c'est sûr qu'au niveau du temps passé, c'est pas toujours évident, hein, sur des grandes parcelles ou sur... des élevages où il y a vraiment beaucoup d'hectares, ce ne sera pas toujours simple. Mais par exemple, le ramassage des crottins, ça c'est quelque chose qui est démontré, manuel ou avec un aspirateur à crottins, au minimum 2 fois par semaine, s'avère efficace. Donc ça c'est à bon entendeur, mais c'est une mesure très efficace. Ouais, voilà. Exactement. Okay. Voilà. Éviter le surpâturage, bien sûr, ça c'est quelque chose qui semble logique, mais malheureusement dans la pratique pas toujours aussi simple à réaliser. On peut peut-être aussi privilégier le copâturage avec des ruminants ou des petits ruminants, parce que du coup le cycle des chevaux aboutit on va dire de manière moins efficace, puisque les bovins vont manger finalement une partie des larves ou des œufs qui se trouvent dans les pâtures, et donc ou les bovins ou les ovins. Donc du coup, il y a cette interruption du cycle, donc ça c'est très intéressant. On peut aussi envisager de faire passer des adultes après le passage de jeunes dans certains paddocks ou de prairies. Après, mais surtout pas faire l'inverse. Voilà, pas l'inverse. Ouais. Éviter de brasser des lots n'importe comment, hein. En effet, comme tu dis, des poulains avec des jeunes, etc. Repasser derrière. Enfin, il faut essayer d'avoir un système qui paraît logique, de toujours privilégier les plus fragiles, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus âgés. Et surtout, pas herser quand il pleut ou quand il fait humide, parce qu'on veut se débarrasser des doches et des rumex et tout ça. Mais surtout, plutôt privilégier ça quand il fait chaud, et plus de 40 degrés, ou 30 degrés, pardon, plus ou moins. 40, c'est plutôt encore exceptionnel, je l'espère. 40, c'est pour le compost. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, herser que quand il fait vraiment chaud, parce qu'il faut savoir que les œufs résistent très bien au froid, mais peu au chaud. Donc, plus on arrive à les exposer, à les faire... sortir de leur petit tas de fumier bien confortable pour les faire, entre guillemets, éclater au soleil, mieux ça sera, en tout cas pour la pâture. Et donc, la dernière chose à propos, entre guillemets, de l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est finalement, quand on a des tas de fumier, de le faire composter seul. Et après, une fois qu'il aura été composté, au minimum à 40 degrés à l'intérieur, pendant au moins 2 semaines, ouais. Et en retournant bien les andins, exactement, et en retournant correctement les andins, à ce moment-là, on pourra considérer oui ou non de l'épandage. Et puis, autre chose, quand on vermifuge, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant le live, mais quand on a vermifuger un cheval ou un lot de chevaux, ne pas les changer tout de suite après, parce que sinon on va favoriser finalement la répartition des parasites résistants sur d'autres parcelles, et on va ne faire qu'agrandir le problème. Donc important de les laisser sur place pendant un moment. Qu'ils excrètent dans la parcelle dans laquelle ils étaient et qui ne polluent pas une nouvelle. Exactement. Et si possible, le mieux c'est encore de retirer ces crottins-là, sachant que, aussi pour l'environnement, les vermifuges sont très néfastes, notamment pour le milieu aquatique, et puis aussi pour les insectes les bousiers, ceux qui traitent, ceux qui, remuent les tas de crottins afin de s'en nourrir, et qui font partie d'un cycle qui nourrit les oiseaux, les vers de terre, etc. Et
tout ça. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Hein. Les vermifuges sont très néfastes. Notamment... Ouais, est-ce que tu en as parlé pendant le live, le fait aussi de pas vermifuger systématiquement, mais avec cette méthode plus ciblée, ça permet de limiter un peu plus l'impact sur la planète, sur l'environnement, ce qui est vraiment important aussi. Tout à fait. Alors tout ça, c'est vrai que c'est vrai pour les chevaux adultes, pour toutes les autres mesures qu'on vient de décrire par rapport aux coproscopies, etc. C'est surtout applicable aux adultes. Il faut quand même faire attention aux chevaux qui ont moins de 3 ans. Oui, tu disais les plus fragiles, ça tombe sous le sens, mais il y a une attention particulière à porter aux jeunes chevaux, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, comme on disait, l'immunité n'est pas encore complètement développée pour ces chevaux-là, en tout cas pour les vers. Et donc, on considère que ces chevaux-là ont quand même besoin d'être vermifugés, après à définir avec son vétérinaire et selon les pratiques d'élevage, mais entre 3 et 4 fois par an. Et là, c'est intéressant justement de faire des traitements, des tests d'efficacité par exemple. Là, c'est intéressant de voir si la molécule administrée est encore efficace. Donc voilà, attention aux jeunes chevaux qui du coup aussi contribuent à polluer l'environnement avec eux et larves. Ok, donc si je résume, mais vraiment très rapidement, parce que de toute façon là on n'arrivera pas à tout dire, mais pour donner les grandes lignes, les méthodes actuelles avec le principe de rotation, actuelle, qui ne devrait plus être actuelle, mais les précédentes méthodes de vermifugation traditionnelles, on va dire, de vermifugation, je vais y arriver, ont conduit à une résistance des vers et une évolution de la population de vers. On ne retrouve plus forcément les mêmes vers. Ce qu'il est recommandé maintenant de faire, c'est vraiment de cibler davantage en fonction de chaque cheval, parce qu'il n'aura pas la même résistance vis-à-vis des vers chaque individu n'a pas la même résistance vis-à-vis des vers, donc il faut vraiment cibler les vermifuges pour éviter de continuer à développer ce phénomène de résistance, si j'ai bien compris. Oui. Porter une attention particulière aux chevaux de moins de 3 ans, pour lesquels le système immunitaire l'immunité n'est pas optimale. Et faire aussi bien attention à ne pas négliger l'aspect, la gestion de l'environnement, parce que plus de 80% de la charge parasitaire se trouve dans l'environnement. Donc c'est vraiment un aspect qui peut parfois paraître un peu contraignant, mais qui est vraiment super important. Oui, et puis une fois qu'on met toutes ces pratiques en œuvre, on arrive à des résultats qui sont positifs, et surtout garder en tête que c'est aujourd'hui et pas demain en fait. Maintenant, on n'a plus le temps de se poser des questions. On a trop de trop de retard, et puis trop de vermifuges qui sont plus efficaces, en tout cas des molécules pour lesquelles les vers ont développé de la résistance, et donc on a déjà une réelle problématique en fait en cours. Oui, d'accord. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant, pas demain, pas l'année prochaine. C'était hier en fait. D'accord. C'est ça. Il faut plus attendre. C'est vraiment un message que tu veux faire passer. Il faut plus attendre. Oui, d'accord. Exactement. Ok. Bon, je pense que c'est clair. J'espère que ça le sera suffisamment. Je l'espère aussi. Pour tout le monde. On a un petit, je le rappelle, un article sur notre site qui s'appelle aussi Parasitisme, êtes-vous à jour, qui est disponible sur le site, sur lequel on a rédigé, on a essayé de mettre un maximum d'infos avec des petits schémas, donc ça peut être aussi plus facile parfois pour visualiser. Visualiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc n'hésitez pas à aller le lire et le consulter donc sur le site Reverdy. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Aneva ? Ça sera tout pour moi. Bon, super. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes conseils, comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et puis, on vous dit à très, très vite pour un nouveau live, un nouveau podcast et de nouveaux contenus. Merci, Aneva. Merci. À bientôt. À bientôt.